18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Fabien Villedieu, porte-parole de Sudrail et Éric Woerth. Bonsoir Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise. On parle évidemment de cette réforme des retraites. Vous en avez un souvenir, vous en avez porté une à l'époque en 2010. La mobilisation était importante dans la rue à l'époque, 1,2 million pour être très précis, vous venez de le dire, de manifestants. Vous pensez que la mobilisation sera aussi importante ce jeudi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle sera importante. Ça va de soi. Toutes les organisations syndicales sont unies. Il y a évidemment, c'est la première manifestation, donc je pense que, voilà, évidemment, il y aura du monde. Bon, mais peut-être... Après, du monde, ça ne veut pas dire qu'il y a tous les Français, ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça veut dire aussi que le texte va continuer à être examiné, évidemment, va entrer à l'Assemblée à un moment donné, le 6 février, et puis le débat démocratique va avoir lieu à l'Assemblée. Alors, on va entamer dans un instant le dialogue avec Fabien Villedieu, qui n'est pas d'accord avec vous du tout sur cette vision de la réforme des retraites. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un tout petit détour par les stations essence, parce que, en tout cas en région parisienne et dans certaines grandes villes aussi du Sud, les files d'attente s'allongent, tout simplement parce que les gens ont peur que les raffineries soient bloquées, et donc il y a une pénurie de carburant. Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantini, vous êtes devant une station essence où il y a beaucoup de monde qui attend. Effectivement, ça ne désemplit pas depuis cet après-midi et même depuis ce week-end. L'appel à ne pas paniquer de la part du gouvernement ne semble pas avoir été entendu par les automobilistes. Ici à l'ouest parisien, eh bien, il faut compter à peu près 15 minutes, 20 minutes pour pouvoir remplir son réservoir. C'était une trentaine de minutes cet après-midi. La raison, elle est simple, c'est que quelques dizaines de stations-service en France, sur le territoire et particulièrement en Ile-de-France, sont d'ores et déjà en pénurie d'essence samplon 98. Samplon 95, c'est le cas d'une station-service qui se situe non loin de nous actuellement. Les automobilistes que l'on a rencontrés nous préviennent, ils veulent anticiper cette grève de jeudi qui les inquiète énormément. Ils ne veulent pas revivre la situation d'octobre dernier et se retrouver sans carburant et donc ne pas pouvoir vivre leur vie comme bon leur semble. D'ailleurs, nous avons tout à l'heure rencontré un livreur dans cette station de l'Ouest parisien qui nous a assuré que toute la chaîne fonctionnait normalement, aucun problème d'approvisionnement aujourd'hui et que cette pénurie était en fait une pénurie artificielle créée par l'effet de panique de ces automobilistes. Et d'ailleurs, l'appel à la grève de 24 heures le 19 janvier prochain, 48 heures le 26 janvier prochain et 72 heures à partir du 6 février ne va sûrement pas rassurer tous ces automobilistes à la pompe. Merci Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantini devant une station essence. Éric Woerth, comment vous expliquez que quand le gouvernement dit pas de panique, les Français paniquent ? Il y a un vrai problème quand même. Oui, mais parce que les Français anticipent, d'abord ils ont de l'expérience. Non, ils n'anticipent pas, ils ne croient pas ce que dit le gouvernement. Oui, en général, ils ne croient pas ce que dit le gouvernement, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les époques. Là, ils sont très majoritairement hostiles à la réforme. Oui, mais c'est obligatoire. On peut pas être. Il y a toujours eu beaucoup d'hostilité. Il y en a sans doute plus maintenant qu'il y en a eu en 2010. Mais en tout cas, au fond, vous poseriez la question aux Français, est-ce que vous voulez voir augmenter vos impôts pour payer les retraites ou est-ce que vous voulez diminuer vos cotisations, plutôt vos pensions? Ils vous diraient non aussi. Donc là-dessus, il n'y a jamais de bonne solution sur des sujets comme cela, parce que les seules solutions, c'est de faire face à la réalité, de regarder les choses en face et de se poser la question de savoir comment on garantit pour 10 ans, 15 ans, 20 ans après, le modèle par répartition. Et ça, c'est un sujet fondamental. Jusqu'à 2030, vous garantissez l'équilibre. Après, à partir de 2030, ça revient à l'équilibre, donc tout système confondu de retraite. Et puis après, il faut regarder ce que ça donnera d'ici 2035. Ça dépendra essentiellement du niveau de productivité et du taux de chômage. Donc on ne peut pas totalement prévoir. Mais en tout cas, la garantie d'avoir plus de recettes, moins de dépenses, avec évidemment beaucoup de personnes qui ne travailleront pas plus longtemps. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont, parce que c'est un système extrêmement redistributif, le système de retraite aujourd'hui. C'est pas pour tout le monde les 2 ans, vous me dites là ? Non, ce ne sera pas évidemment pour tout le monde. Il y a 40% de gens aujourd'hui qui, quand ils liquident leur pension, ont un âge inférieur à l'âge d'ouverture des droits, donc des fameux 62 ans. Ce sera le cas, et peut-être même plus d'ailleurs, à l'ouverture des droits à 64 ans. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en carrière longue, beaucoup de gens qui sont en invalidité, en inaptitude, en incapacité. Donc c'est beaucoup les régimes spéciaux, plus les régimes spéciaux, ça vous fait 40% de gens qui partent avant. Et ce qui donne d'ailleurs à ce système un caractère plutôt juste. C'est très difficile de démontrer qu'il ne l'est pas.
C'est vraiment ce que pense Fabien Villedieu, qui trouve cette réforme très injuste, c'est ça? D'abord, je la trouve injuste, mais surtout, finalement, c'est un peu l'échec de la réforme de 2010. Parce que je me suis permis de relire les discours que vous aviez en 2010, qui étaient un peu les mêmes d'ailleurs que ceux d'Elisabeth Borne, qui disait on fait cette réforme pour préserver notre système par répartition, on fait cette réforme pour la jeunesse, on fait cette réforme... Et finalement, normalement, si ça s'était bien passé la réforme en 2010, on n'aurait pas eu besoin d'en faire une deuxième en 2014, ni une troisième en 2019 qui n'a pas été faite, mais en tout cas en 2023. Donc finalement, j'ai l'impression que de toute façon, quel que soit le discours, quelle que soit cette réforme, moi je vous le dis, si elle passe, ça ne sera pas la dernière. Voilà. Parce que dans 4-5 ans, on aura quelqu'un qui viendra et qui dira, qui montrera, regardez le déficit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est un peu ce que j'expliquais derrière, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de la politique de l'emploi qui est en France consiste à baisser les cotisations sociales. Fatalement, si vous baissez les cotisations sociales, vous asséchez les caisses de la sécurité sociale. Et donc après, vous arrivez la gueule enfarinée en disant, regardez, il n'y a pas d'argent dans les caisses, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bosser encore plus longtemps. Donc peut-être qu'il faudrait commencer à remettre un peu en cause cette question-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens le savent, mais juste sur 1,6 SMIC, il y a des baisses de cotisations sociales. Et je pense qu'en remettant peut-être en cause cela, ça permettrait de ne pas avoir tous les 3-4 ans quelqu'un qui nous explique qu'il faut faire 64, après savoir... Édouard Philippe, je crois qu'il parle déjà de 67 ans. Voilà, donc c'est pour ça que... Bon. Vous ne dites pas le contraire, en fait, Éric Woerth. Je dis que vous avez raison, il faut y revenir à peu près tous les 10 ans. C'est ce que je disais, je ne voudrais pas faire ancien combattant là, mais c'est ce que je disais comme ministre il y a 12 ans. Je disais que la réforme vaudrait pour à peu près une dizaine d'années et qu'après il fallait revoir parce que c'est un système vivant, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Au même titre que tout bouge. L'économie bouge, les salaires bougent, l'emploi bouge, tout ça bouge. Les exigences aussi de la société peuvent bouger et il faut évidemment y revenir tout à fait régulièrement. Il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Parce que si on ne surveille pas les modèles sociaux, ils vont disparaître. Les modèles de protection sociale, qui sont quand même extraordinairement puissants en France, ils vont disparaître ou s'amenuiser. Et vous ne pouvez pas vous contenter de dire on va le faire sournoisement, on va baisser les pensions sournoisement, sans les dire. Je dirais d'ailleurs que les syndicats, ils sont beaucoup plus vigilants quand eux-mêmes sont à la tête de régimes de retraite. Je pense à un certain nombre de régimes complémentaires, mais beaucoup plus vigilants à l'équilibre que lorsque ces régimes sont des régimes généraux dépendant de la sécurité sociale. Appliquez, s'il vous plaît, ce que vous dites et ce que vous faites dans les régimes complémentaires que vous gérez au régime général. Et puis on se mettra à ce moment-là tout à fait d'accord. Mais en tout cas, la variable d'ajustement, comme on dit, ne peut pas être le niveau des pensions. On ne peut pas réduire au fur et à mesure du temps le niveau des pensions. Puis je rappelle que tous les 10 ans, tous les 12 ans, ça peut dépendre. L'augmentation de l'espérance de vie, c'est 1 ou 2 ans, depuis le 19e siècle. Donc c'est très, très long. Il peut y avoir des moments où ça serait... Mais ça veut dire à un moment donné qu'on ne peut pas mettre tant de charges sur les actifs. Voilà, c'est un modèle par répartition. Ou alors on va jusqu'au bout, on ne dit pas de modèle par répartition. Ça commence à suffire, on n'en fait plus. Chacun cotise pour sa propre retraite, et puis après, il en dispose un peu comme il veut. Mais moi, je ne conseille pas cela. C'est évidemment pas ce que veut le gouvernement. Le modèle par répartition est un acquis assez fabuleux. Il faut évidemment le protéger. On peut toujours essayer de faire la danse du ventre, tourner autour et se dire on peut faire autrement. On peut pas, à un moment donné, faire autrement parce que les autres remèdes, ils sont encore plus violents que l'augmentation de l'âge. Et je rappelle que même en augmentant l'âge, en réalité, on passe plus de temps à la retraite. Je rappelle aussi qu'il y a en 1980, il n'y a pas si longtemps, l'âge de la retraite, c'était 65 ans. Il y a quand même, oui, mais je rappelle ça, c'était 65 ans avec 10 ans d'espérance de vie en moins. Donc là, on repasse à 64 ans, on est encore inférieur à ce qu'il était en 1981. Juste avant de passer la parole à Louis Dragnel et à Fabien Villedieu, j'aimerais qu'on écoute un égoutier. Vous savez, ce sont des gens qui descendent dans les égouts, c'est des métiers difficiles, pénibles. Eux sont vraiment révoltés par la réforme. Ils disent que ils mettent leur vie en danger quand ils travaillent et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent 2 ans de plus. Écoutez ce témoignage. Ça me rajoute 2 ans. Donc là, dans les conditions actuelles, c'est un peu compliqué, on ne va pas se le mentir. Le réseau, c'est un réseau qui est vraiment, qui est considéré vraiment un réseau insalubre, où on est en contact avec énormément de choses. Et moi, je mets en danger ma santé. Donc là, ça va, je suis encore jeune, je suis encore dynamique. Quand on fait puis à échelon, qu'on porte l'aérie, ça va, c'est pour l'instant. Mais je ne me vois pas déjà à 50 ans, 55 ans, continuer mon activité de la même manière.
Donc, et malheureusement, la manière, elle reste la même dans 50 ans. Comme le réseau d'assainissement, il n'a pas changé. Le poids des années commence à se manifester, les contraintes sont là aussi. On essaye de continuer. Et là, si on nous rajoute 2 ans, c'est extrêmement dur à encaisser. Et je ne vois pas vraiment comment on va pouvoir faire. On subit vraiment, au niveau physique, on subit vraiment. Voilà, pour ces métiers pénibles, Eric Woerth. Mais ces métiers pénibles partent avant l'âge d'ouverture des droits. Quand je disais 40%, c'est pas une moyenne, c'est la réalité des chiffres. 40% des personnes, parce qu'elles exercent des métiers pénibles, parce qu'ils sont en incapacité, en invalidité, parce que leur compte pénibilité mais là, ils vont prendre 2 ans de plus, quoi qu'il arrive. Oui, mais ils partiront quand même avant. Ils partiront avant 64 ans. Parce que la médecine du travail ou la médecine... Il y a toute une série de dispositifs qui sont extrêmement bien faits sur des visites médicales, sur aussi la prévention de la pénibilité. Il n'y a pas que cela. On peut aussi éviter à un moment donné des situations trop pénibles. Peut-être que c'est un métier qu'on ne peut faire que jusque vers 50 ans et qu'après il faut continuer à se fermer, faire autre chose. C'est comme ça. Le travail doit à un moment donné être adapté. C'est le travail qui doit s'adapter. C'est pas évidemment la personne. Tous les autres pays européens, pas des pays ils sont ailleurs. Plus que nous, tous les autres pays européens, on veut jamais le dire. Et quand on le dit, nous on est français. On dit nous on est français. Tous les autres pays européens, les Allemands, 67, les Espagnols, 65, les Italiens, etc. Les Belges, les Anglais partent plus tard. Et tous ces métiers existent aussi dans ces pays. Donc on voit bien qu'il faut faire évoluer les métiers. Il faut que les systèmes de formation le fassent. Il faut que l'horizon culturel de notre pays vis-à-vis de la pénibilité soit fort. Il n'est évidemment pas question d'imposer le fait de continuer sur des métiers qui ne sont visiblement faits pour des gens plus jeunes. Moi, c'est pas mon modèle. C'est vrai que moi, j'ai été en Angleterre. On voit en Angleterre, dans la maçonnerie, des gens avec des cheveux blancs, des retraités, que moi, j'estimerais retraités. On voit dans les magasins. Mais moi, c'est pas ça, mon modèle. Mon modèle, c'est pas faire travailler les anciens qui ont bossé souvent dans des métiers pénibles, et de toute façon, vous le savez très bien, je sais pas, je suppose que vous le savez, mais à 62 ans aujourd'hui, il y a 70% des Français qui ne travaillent déjà plus. Voilà. Pourquoi ? Pas parce que ça leur fait plaisir, mais parce que dans plein de métiers, à partir de 61, 62, voire après 63, le marché du travail n'est pas du tout adapté. Et l'emploi des seniors, je vois déjà à la SNCF, où il y a des syndicats, des syndicats qui sont puissants. Et où on part très tôt. Et vous savez, on part à 59 ans et 7 mois. Parce que les gens, ils pensent qu'on part tous, c'est la fête du slip, on part tous à 52 ans, à force de leur dire. Mais aujourd'hui, la moyenne à la SNCF, c'est 59 ans et 7 mois. Déjà. Donc c'est tôt. C'est plutôt assez tôt. Disons que en tout cas, c'est bien plus tard que l'image qu'on peut. C'est bien plus tôt que beaucoup de choses. Non, mais c'est important qu'on ait les vrais chiffres. Monsieur, vous savez qu'à 60 ans, la moitié des Français ne travaillent déjà plus. C'est bien. À 60 ans. Mais parce qu'ils ne sont voilà. plus. Donc il n'y a pas non plus. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à la SNCF, il y a peu de choses dans qui sont beaucoup d'entreprises, pour les seniors. Parce que y a pas. Moi, je trouve qu'il y a peu de choses qui sont faites pour les seniors. C'est ce que je dis. Il y a pas voilà, au moins on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas suffisamment de choses qui sont faites pour les seniors parce que voilà, faut aussi se dire des choses. Moi, je ne crois pas qu'on fasse du 3-8 à 64 ans. C'est pas vrai. C'est de la flûte. C'est de la flûte de Pan. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des métiers physiques dans la maçonnerie à 64 ans, avec toute une série de métiers dans la maçonnerie qui ne sont pas considérés comme des métiers pénibles. Parce qu'aujourd'hui, il y avait 10 critères qui ont été mis en place en 2014. Monsieur Macron, il en a enlevé 4 en 2017. Et là, il les a pas remis. Si, bien sûr. Non, il les a pas remis. Il met des subventions pour faire des aménagements de postes. Par contre, c'est pas considéré. Vous n'avez pas le droit, dans ces 4 critères, à avoir les fameux 2 ans qui vous permettent de partir plus tôt. Et bien sûr que oui. Bien sûr que non. Les 4 critères, par exemple les vibrations, le port de charges lourdes, etc., des critères qui ont été retirés parce qu'on ne pouvait pas les tracer sur toute une carrière, ils sont repris dans ce projet de loi, dans cette réforme. Ils sont, lorsque vous serez exposé à cela, avec un avis de la médecine, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez usé physiquement, réellement, parce que sinon vous recréez des régimes spéciaux. Les gens pourront partir avant l'âge d'ouverture des droits. Donc, moi, je veux bien tout entendre, mais réellement, vous devez vous dire que on ne peut pas tout résoudre par un système de retraite. Il y a un moment donné où, un peu comme au fond un porte-avions, il fonctionne pas s'il n'a pas beaucoup de bâtiments autour qui ont chacun un rôle. Et le système de retraite, il est là parce que c'est un système fondamental, mais à côté, il faut d'autres mesures qui permettent, par exemple, aux seniors de travailler plus longtemps, culturellement d'abord.
Chacun doit aussi l'intégrer. Rien n'empêche cela. Qui embauchent oui, pas, mais c'est pour ça que les entreprises. Vous avez raison. Comme vieux sur le marché du travail. Vous avez complètement raison. C'est pour ça que quand vous déplacez l'horizon de la retraite, vous augmentez le taux d'emploi des seniors. Ça a été le cas sur 2010. C'était le cas sur 2010, puisque les chiffres que vous donnez de taux d'emploi des seniors, ils ont beaucoup augmenté jusqu'à peu près 60, 61 ans. Et puis après, on retombe entre 60 et 64. On est très inférieur aux autres. On est très inférieur. Ah oui, parce que la retraite est à 62 ans, qu'il y a 40% de gens qui partent avant, et parce qu'il y a la pénibilité, parce qu'il y a les carrières longues. Si vous avez commencé à travailler tôt, vous partez plus tôt. C'est pour ça, parce qu'il y a les régimes spéciaux. Donc il faut augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est fondamental. Et augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est aussi faire en sorte d'une certaine manière que les retraites soient meilleures. Plus vous partez tard, plus votre retraite est meilleure, parce que vous cotisez plus dans les régimes complémentaires notamment. Donc tout ça est, je pense, une bonne chose à partir du moment où le travail est adapté aux nouvelles conditions d'âge. Et là, le rôle des entreprises est absolument fondamental. Moi, je pense que vous ne prenez peut-être pas en considération une nouvelle réflexion aussi sur le travail, où les gens, notamment suite au Covid, remettent en cause à quoi bon de bosser, excusez-moi de l'expression, comme un taré, 5 jours, prendre du boulot à la maison pour ne pas avoir ses gosses. Oui, il y a une remise en cause, effectivement. Oui. Et je pense qu'une partie des gens, ils ont raison. Je suis d'accord. Et le phénomène que vous voyez, pourquoi aujourd'hui les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, venez, moi je vous propose du télétravail, c'est un facteur d'attractivité, je propose du télétravail pour venir. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une réflexion, une philosophie différente sur justement le travail. Alors la question, est-ce que c'est finançable ou pas ? Moi je pense que c'est finançable. Voilà. Si on arrête en partie les baisses de cotisation sur les heures supplémentaires, sur la prime Macron, sur l'intéressement, sur tous les leviers qui existent, et qu'on se rend compte que finalement, on le paye à la fin, parce qu'effectivement, ça assèche les comptes de la sécurité sociale, avec une véritable réflexion sur le travail aujourd'hui qu'il y a en France. Non, ça n'assèche pas les comptes de la sécurité sociale. Quand l'État décide de supprimer des cotisations sociales, vous l'avez dit, les heures supplémentaires, les primes, etc., d'abord, c'est favorable au travail. Donc, c'est pas négligeable, c'est favorable au travail. On peut quand même se féliciter qu'aujourd'hui, il y a plus d'emplois en France qu'il y en avait il y a quelques années. Et puis surtout, l'État compense. On dirait c'est une autre caisse, mais l'État compense quasiment tout au régime de sécurité sociale. Donc la question, elle n'est pas du tout dans ces exonérations-là. Non, ce qui compte, c'est le travail. C'est qu'à un moment donné, le travail s'adapte. Je le redis, l'index senior sur les entreprises, c'est pas un gadget. C'est de commencer à se poser des questions et donc l'image de l'entreprise, c'est extrêmement important. C'est aussi qu'il y ait des formations aient lieu. On considère qu'à partir de 55 ans, c'est terminé, on n'a plus besoin de formation. En fait, on est fini pour le travail, mais pas du tout. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui souhaitent continuer à travailler. Les gens qui partent en retraite aujourd'hui, ils sont à 78% en activité. On dit ils ne vont pas jusqu'au bout. Ben si, quand vous regardez aujourd'hui la liquidation d'une pension, 68% des gens qui liquident leur pension sont au travail. Et puis 12 ou 13% sont au chômage. Donc c'est au fond, quand même, les gens restent au travail le plus longtemps possible et ils en ont envie. Si le télétravail est une chose, si le sens du travail est une chose, probablement il faut changer la manière dont on travaille. Mais il faut continuer à travailler. La France, elle a besoin de travail. Ou alors il faut accepter, il faut que vous le disiez ici, et maintenant, il faut que vous disiez que vous êtes favorable à ce que les retraites deviennent de plus en plus petites, qu'on vive avec des retraites de plus en plus maigrichonnes. Et ça, c'est pas possible. C'est de l'indécence sur 25 ans de vie après. C'est pas possible de paupériser les retraités. Vous pouvez pas le faire. Moi, je veux pas les paupériser. Je pense que sa réforme va les paupériser parce que les gens n'iront pas jusqu'au bout. Donc, une partie se retrouveront soit au chômage ou soit dans des formations où, en fait, ils ne travailleront pas. Parce que quand vous dites 68%, ce qui veut dire qu'il y a quand même quasiment 40% qui, finalement, au moment où ils partent à la retraite, ils ne travaillent plus. Ils ne travaillent déjà 13% plus. 13% sont au chômage et 12% sont sortis de tous les cadres. Il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui ont décidé de plus travailler. Tous ces gens-là, en fait, c'est aussi leur choix. Tous ces gens-là, en fait, vous ne cotisez pas de la même façon
que lorsque vous travaillez. Donc vous perdez en pension. Et derrière ce côté, on nous dit oui, ça va permettre d'augmenter les pensions. Mais c'est sûr, si vous obligez les gens à décaler le travail de 2 ans, vu qu'on a un système de validation de trimestre, plus vous travaillez longtemps et plus effectivement, vous avez une pension qui est importante. Bon, allez, merci beaucoup. Louis, vous vouliez rajouter un tout petit... Non, c'est une question que je voulais poser. Oui, mais alors, vous avez 30 secondes. Hein, c'était à rebours pour la question et la ce réponse. que disait M. Villedieu. Est-ce que vous trouvez que cette réforme est suffisamment ambitieuse? Parce que en un mot, Éric Woerth. Oui, elle est parfaitement... Parce que ça aurait pu aller plus loin. Vous n'avez pas fait un oui franc. À mon avis, vous préfériez 65. Il y a 10 ans, je préférais aussi 1 an de plus parce que ça donne plus de visibilité, on peut mieux préparer. C'est très important que les personnes puissent savoir ce qui va se passer pour qu'elles préparent leur retraite. Mais oui, elle répond parfaitement aux problèmes des années 2030 et elle répond parfaitement aussi à l'injection à l'intérieur de cette réforme d'une formidable dimension humaine. Bon, merci beaucoup Éric Woerth. Merci Fabien Villedieu. Merci Louis de Ragnel. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour Face à l'info et sur Europe 1, c'est Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes et à demain.